Bonjour à tous, merci d'être de retour pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je viens vous raconter ce qu'il est arrivé à mes intestins pendant plusieurs années. Et on pourra voir que le lien entre le cerveau et les intestins est indéniable. Et on va essayer de comprendre comment faire pour prévenir et prendre soin de sa tuyauterie avant que ce soit trop handicapant. Cette histoire commence en mai 2019, quelques jours après un genre de choc émotionnel qui m'est arrivé. Je me retrouve toute la nuit à faire du sang. Et donc, faire caca du sang, carrément, toute une nuit. Et donc, ça débute comme ça, en fait. Très mal au ventre. Et je me réveille le matin, je suis vraiment paniquée par ce qui m'arrive. Donc, j'appelle les pompiers. Et les pompiers, tout de suite au téléphone, ils me rassurent. Ils me disent, écoutez, si c'est rouge vif et que ça coule pas en continu, il n'y a pas d'urgence vitale, vous pouvez consulter votre médecin. C'est ce que je fais, je consulte mon médecin. Et mon médecin me dit, vous avez une réaction à une situation éprouvante. C'est le seul qui note ce détail d'ailleurs, qui fait tout de suite un lien avec ce que j'ai vécu quelques jours avant. Et il me dit, on va pas s'affoler, c'est sûrement le temps que vous digériez l'événement. Et voilà, je repars en me disant, pas de panique, c'est juste un petit coup de mou. Et en fait, j'y retourne une semaine plus tard, pliée en deux. Là, on commence space-fond, ça sert à rien. Et puis finalement, cortisone. Alors cortisone, c'est miraculeux, clairement, je revis grâce à ça. Le seul problème, c'est que dès que j'arrête, ça recommence. Et j'enchaîne comme ça pendant longtemps, des longs mois où j'ai des spasmes abominables dans le ventre. Je suis pliée en deux, un jour sur deux, voire 2 semaines sur 3. Et c'est vraiment dur à vivre. Donc là, s'ensuit un autre protocole. Ça va être analyse de sang, coloscopie, analyse de sel, scanner, IRM. J'ai vraiment une énorme batterie d'examens pour trouver ce que j'ai. J'ai aussi des rendez-vous chez le gastro-entérologue. Et en fait, ce qu'ils essayent de trouver dans mes analyses, c'est la RCH. Donc pour ceux qui connaissent la maladie de Crohn, c'est quasiment pareil. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique de tout le tube digestif. Le tube digestif. Et la RCH, la rectocolite hémorragique, c'est la même chose, sauf que c'est vraiment ciblé sur la partie basse du côlon. Et voilà, donc ça se trouve, le diagnostic se fait par une analyse de sel. Sauf que moi, autant vous dire que j'arrivais avec mon petit pot au labo et même la dame du labo me disait « Mais comment vous voulez que j'analyse ça? Il n'y a que du sang. » Et je lui disais « Je ne sais faire que ça, donc je peux pas vous emmener autre chose. » Et finalement, on n'a jamais trouvé la RCH, tout simplement parce que je ne l'ai pas. Sauf qu'on m'a quand même traité de la même manière. Donc avec un traitement de fond de rectocolite hémorragique et des suppositoires. C'est génial. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on est en début d'été 2019. Je viens de rencontrer le père de mes enfants avec qui je suis actuellement. Ça fait même pas 2 mois qu'on est ensemble et le soir, je dois mettre des suppositoires. Vous imaginez à quel point ma vie est glamour à ce moment-là. Et voilà, donc c'est hyper handicapant en fait, même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je sors plus même faire les courses sans un rouleau de PQ, quoi. Je me souviens même quand j'ai commencé mon nouvel emploi en 2020, donc c'est un emploi que j'ai encore actuellement. Ça fait maintenant 5 ans, waouh. Et en fait, je suis arrivée là-bas et j'ai même dû carrément en parler à mes patrons, tellement que ça a empiété sur ma vie. Parce que vous imaginez, vous avez un nouveau boulot, vous vous levez 25 fois par jour pour aller aux toilettes. Et il y a des jours où quand je suis en crise, vu que c'est inflammatoire, la plupart du temps, les maladies inflammatoires se réveillent la nuit. Donc je dormais pas. Vu l'état de mon ventre, je ne mangeais pas. Et je pouvais passer 1 ou 2 semaines sans manger, sans dormir. Donc là, j'avais pas trop le choix que de prévenir mon employeur et de lui expliquer pourquoi
soit je pouvais pas me rendre au travail, soit je venais, mais un peu, même beaucoup dans le mal, quoi. Donc, vraiment période compliquée. Je me rappelle devoir souvent me mettre à quatre pattes, en fait, ou contre une chaise comme ça pour essayer de gérer cette douleur au ventre. Je me souviens d'un jour de l'an où j'ai passé la soirée en boule sur le canapé à regarder tous mes amis faire la fête. Je pouvais ni boire ni manger, rien faire d'autre que gérer la douleur en regardant tout le monde s'amuser. Et franchement, cette période-là, elle commence à m'atteindre psychologiquement. Et je me souviens, pendant le confinement, je suis allée aux urgences. J'ai passé une énième nuit sur les toilettes à faire du sang. Donc je débarque aux urgences le matin en leur disant voilà, faut me soigner, faut faire quelque chose pour moi. Et je me rappelle la dame qui me dit est-ce que vous avez déjà fait une prise de sang ? Je lui dis oui. Est-ce que vous avez déjà fait un scanner ? Je lui dis oui. Est-ce que vous avez déjà fait une analyse de sel ? Je lui réponds oui. Elle me dit écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, ici on pourra rien faire d'autre, vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait. Et là en fait, pour moi c'est pas possible. Je m'assois sur une chaise, je lui dis écoutez, je comprends, vous avez pas envie de me soigner le ventre, c'est pas grave, maintenant va falloir vous occuper de mon cerveau, donc vous allez me chercher un psychiatre tout de suite, parce que je deviens folle. C'était plus vivable, quoi. Ça faisait plus d'1 an que j'étais comme ça, et voilà, pour vous dire à quel point le mental en a aussi pris un gros coup. Du coup, vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, j'ai plus rien à perdre. Donc un jour, je tente ma chance et je me rends chez un herboriste qu'on m'a conseillé. J'arrive là-bas, en plus, c'est un jour de crise. Donc je suis accroupie dans la petite boutique en attendant mon tour parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Et en fait, je tombe sur une dame qui prend mon problème au global. C'est-à-dire qu'elle me demande depuis quand je suis comme ça, comment ça s'est déclenché, à quelle fréquence sont les crises, comment je m'alimente, comment je dors, Et elle fait un état des lieux global de ma situation. Et surtout, elle me rassure. Elle m'explique qu'il y a un lien très fort entre le cerveau et les intestins et que c'est normal. Mes émotions, elles ont abîmé tout mon côlon, en fait, et que c'est pour ça que j'en suis là. Elle m'explique aussi que la flore intestinale, c'est ce qu'il y a de plus long à régénérer comme flore dans l'organisme. Et donc, c'est très long, mais que c'est possible et que je peux m'en sortir, quoi. Et donc, je repars de là-bas avec des super conseils sur les plantes. Donc, un mélange de plantes qu'elle m'a conseillé. Elle m'a conseillé aussi pas mal de choses sur l'alimentation, sur juste 2-3 choses. Et surtout, elle m'a redonné espoir dans le fait que je pouvais aller mieux. Donc voilà, je repars avec tout ça. Et devinez quoi ? Ça a marché. J'ai commencé la cure du mélange de plantes que j'ai acheté chez cet herboriste. Et je n'ai jamais repris de cortisone depuis ce jour-là. Et ensuite, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a été très long, ça n'a pas été du jour au lendemain, ni super facile. Surtout que ça a pris plusieurs mois à ce que vraiment mes crises soient espacées. Mais j'ai considérablement réduit la cigarette. J'ai travaillé sur mon sommeil, sur mon stress. J'ai bien amélioré mon alimentation. Et en fait, petit à petit, j'ai guéri. Aujourd'hui, j'ai plus rien depuis septembre 2021. Donc ça fait quand même un bout de temps. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 1 an où c'est resté assez fragile. Par exemple, si je buvais un peu d'alcool à une soirée, ou si j'enchaînais une semaine de boulot hyper stressante, à mal dormir, etc., je sentais que, oulala, c'était pas loin de revenir. Et donc tout de suite, je reprenais mes bonnes habitudes, un demi-sachet de plantes, une bonne cure de sommeil, plus d'alcool. Et j'ai réussi à gérer comme ça pendant 1 an sur le fil, jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc j'ai toujours mes petits sachets de plantes chez moi ou dans mon sac si je pars en voyage au cas où, parce que c'était vraiment dur, donc j'ai toujours peur de retomber là-dedans.
Mais en tout cas, je m'en suis sortie. Donc, moi, je suis contente pour moi et j'espère que je vais pouvoir vous aider aussi un petit peu si vous souffrez de la même manière ou même de différentes manières. De toute façon, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est des choses à mettre en place qui vont aider au global, quoi qu'on ait comme mot. Juste aussi un petit mot, je fais une aparté. Une aparté sur mon sujet de prédilection, ma passion de l'accouchement. Aujourd'hui, on peut demander un ensemencement si on accouche par césarienne. Alors, pour vous faire très court, parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure, mais en gros, quand on est dans l'utérus de notre maman, on est complètement stérile, on a un microbiote intestinal à 0, il va falloir qu'on le crée avec des bonnes bactéries. Et pour ça, on commence juste avant notre naissance, au moment où la poche des os se perce. C'est là que les premiers microbes commencent à rentrer et à nous coloniser quand on est encore dans le ventre de notre mère. La deuxième étape, c'est quand on traverse le vagin de la maman. Et en fait, par le nez et par la bouche, on est complètement ensemencé de toutes les bonnes bactéries de notre maman. Ça, maintenant, ça a été pas mal étudié. Et certaines études montrent que ça peut vraiment apporter beaucoup de bénéfices au bébé pour son microbiote. Et carrément, même certains disent, diminuer énormément le risque de maladies inflammatoires, comme ce que je viens de vous dire, donc la maladie de Crohn, la RCH ou le côlon irritable, ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui en France et dans d'autres pays, je pense aussi, c'est demander un ensemencement de votre bébé. Si on vous dit, madame, l'accouchement, ça va pas, on part en césarienne, on peut vous mettre, alors c'est fait par l'équipe médicale, je sais pas exactement si c'est une compresse ou un genre de linge qu'on insère dans le vagin pour que toutes les bactéries soient là-dessus. Et une fois que le bébé est là, tout simplement, on le badigeonne. On lui passe sur le visage pour qu'il ait toutes les bactéries de sa mère. Voilà, moi, ça me passionne. J'adore. Donc, n'hésitez pas à demander ça. Ah oui, et la dernière étape, quand même, juste pour finir, enfin, c'est pas la dernière, il y a, en fait, tout ça pour expliquer que le microbiote intestinal, il nous pose problème même dès l'enfance. Il met 3 ans à être à peu près stable. Donc c'est vraiment très très long. Et d'ailleurs, ceux qui ont des enfants, ils vont comprendre un peu de quoi je parle. On est tous embêtés, les coliques, les reflux. Voilà, cette petite tuyauterie peut être très embêtante. Donc on essaie d'en prendre soin le plus vite possible. Et après, surtout tout au long de notre vie. Du coup, maintenant, quelques astuces si vous souffrez des intestins. Quelques conseils que je peux vous donner à mettre en place dans votre vie. Alors encore une fois, je suis pas médecin, je suis juste la druide du coin. Mais en fait, on peut travailler sur plein de choses qui vont nous aider. L'alimentation, le sommeil, les émotions. Je vais vous faire ensuite un post sur YouTube et sur Instagram. Parce qu'on peut faire les deux. Enfin, je m'y connais pas encore beaucoup, mais vous verrez, vous n'êtes pas obligé de tout noter là, ce que je vais dire. Vous aurez tout en récap dans les publications. Donc déjà, pour commencer, l'alimentation. Vous stoppez tous les produits industriels transformés, archi-transformés. Les cordons bleus, les pâtisseries, là, tout ce qui est gâteaux, sucreries. En fait, il faut essayer de cuisiner le plus possible par soi-même. Parce que la charcuterie aussi, pas bon du tout. Plein de nitrites, plein de mauvaises choses. Donc on essaye de faire des choses les plus simples. Vous cuisinez, c'est-à-dire que vous achetez des ingrédients, des féculents, des légumes, un peu de poisson, des oléagineux, là, des lentilles, des trucs comme ça, et vous achetez un livre de cuisine et c'est parti. C'est la base en fait pour commencer à aller mieux. Faut absolument, si vous êtes vraiment dans le dur, limiter l'alcool et les aliments gras. C'est très très dur à assimiler pour nos intestins. Et vous observez votre caca.
Alors ça, c'est hyper chelou, mais je vous promets, une fois que vous avez compris quel caca est un bon caca, et ben vous continuez sur cette lancée de votre alimentation. Et vous arrêtez de fumer. C'est facile à dire, mais je vous assure que c'est facile à faire. Je vais vous mettre le livre qui m'a complètement libérée de la cigarette. Et je vous vois venir, vous n'aimez pas lire, c'est pas grave, ça tombe bien, il existe en livre audio. Donc en fait, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez arrêter de fumer. Vraiment, la fumée de cigarette, elle s'arrête pas dans les poumons, elle descend jusqu'aux intestins. Et elle leur fait vraiment du mal. Les intestins détestent la fumée. D'ailleurs, on fera peut-être un de ces jours, parce que c'est aussi un sujet trop intéressant, on fera sûrement une vidéo sur les addictions. Mais bon, on en parlera une autre fois. Ça, c'était pour tout ce qu'on ingère. Ensuite, l'émotionnel. Donc, moi, j'ai commencé par débrancher la télé. C'est clair et net. Plus d'informations, plus de télé, plus d'angoisse. Voilà, hein, les guerres, les génocides, tout ça. C'est pas pour votre cerveau si vous n'êtes pas bien déjà en ce moment. Donc, vous vous concentrez sur vous-même. Vous faites des choses pour vous. Ce qui vous fait du bien, vous allez en nature. Franchement, ça, c'est prouvé par la science, hein, de marcher dans la forêt. Ça fait du bien au corps, à l'esprit. Donc, allez-y à fond. Et un truc qui m'avait pas mal aidé, que m'avait dit mon médecin traitant, c'est qu'on ne peut pas s'en faire. En fait, on ne peut pas se morfondre quand on ne peut pas agir. C'est-à-dire, par exemple, j'essaie de trouver un exemple tout bête, mais ma voisine, elle a perdu un proche, j'ai énormément de peine pour elle, c'est hyper triste. Oui, c'est hyper triste et vous avez de la peine. Sauf qu'il faut pas que ça reste en vous et que ça vous bloque. Et dans ce cas-là, moi en tout cas, ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est d'agir. Donc dans cet exemple un peu bête, mais vous pouvez juste dire à votre voisine je suis là pour toi, lui écrire une lettre de condoléances ou voilà, faire une action qui vous permet de vous sentir mieux. Et moi dans ma vie de tous les jours, émotionnellement, ça a été très longtemps compliqué. Et pour gérer que ce soit les grosses crises de colère, les grosses crises de tristesse, de frustration, de quoi que ce soit, maintenant, j'agis, tout simplement. Je me mets en action toujours pour... Il y a des choses qu'on peut faire pour aller mieux, donc faut les faire. Sinon, on reste coincé et on se morfond. Autre chose sur l'émotionnel, vous pouvez faire une cure de magnésium, mais quasiment toute l'année. En France, on est quasiment tous en carence de magnésium, et c'est un minéral, bon, vous m'excuserez, qui aide grandement si on a du stress, de la fatigue ou de la déprime. Donc allez-y, magnésium, on y va à fond. D'ailleurs, l'iode aussi, faudra que je regarde pour pas vous conseiller n'importe quoi. Le magnésium, je vais pouvoir vous le prendre en photo. Mais l'iode, surtout les femmes, et surtout les femmes qui allaitent, on est énormément en carence. Donc on peut tous se supplémenter toute l'année en magnésium et en iode, et ça régule énormément l'humeur et les émotions. Je crois que j'ai fait le tour, en tout cas sur ces deux énormes sujets de l'alimentation et de l'émotionnel pour aider vos intestins. En conclusion, on va juste faire une aparté sur le langage. Déjà, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de me rendre compte que j'avais un champ lexical du caca très fleuri. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de dire ça me fait chier, merde, putain, fait chier, merde. Voilà, ça c'était ma base. Quand j'avais peur, putain, je me chie dessus, j'ai trop peur, je me chie dessus. Et il paraît que le cerveau nous entend. Donc j'ai travaillé aussi là-dessus pour arrêter ces tics de langage. Et en parlant de langage, on voit aussi que dans le langage courant, voilà, ça fait beaucoup de fois langage, vous m'excuserez, on a souvent le lien cerveau-intestin qui revient. Par exemple, avoir la peur au ventre, avoir du mal à avaler la pilule ou à digérer un événement. Il y en a plein, il y en a une dizaine d'expressions comme ça qui traduisent ce lien vraiment très fort entre le cerveau et les intestins. Il a été prouvé que dans les intestins, il y a plus de neurones que dans le cerveau. Donc on a tendance à dire que les intestins sont le deuxième cerveau. Il y a même une théorie qui dit que ce serait le premier cerveau.
Parce qu'en fait, si on n'avait pas besoin de manger, donc de nourrir tout notre tube digestif, on n'aurait pas eu besoin de faire évoluer notre cerveau. Donc on n'aurait pas appris à faire du feu, à chasser, à cuisiner, puisqu'on n'aurait pas eu besoin de manger. Et donc notre cerveau, il serait encore tout petit. Voilà, tout ça pour dire que certains donc nomment le cerveau, l'intestin, comme le premier cerveau. Je pense que là, j'ai fait un tour, pas hyper précis. En fait, c'est hyper dur d'aller dans la précision sans faire une vidéo de 3h30. Donc, je me suis dit que je vous faisais un panel assez large et qu'ensuite, faut pas hésiter si vous avez des questions à poser. Moi, je serais vraiment ravie d'y répondre si j'ai les réponses. Sinon, je vous renverrai à mes bouquins ou à des sites internet utiles. Et j'aimerais bien quand même un de ces jours faire une vidéo où on irait en profondeur sur l'alimentation. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Je vous mets en lien, en description, en post, en je sais pas quoi, toutes les choses que vous pouvez retrouver d'utiles. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. Alors dans un mois, ce sera de retour à l'accouchement. On aura Léa qui nous parlera du déclenchement pour son premier enfant. En tout cas, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, même si vous n'avez pas de problème d'intestin, vous pouvez le mettre en place parce qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir.